Bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire Immobilier Patrimoine 24 en partenariat avec Wenimo. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir 3 sociétés de gestion. Altarea IM avec Philippe Delhôtel. Bonjour Philippe. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Des retrouvailles pour nous deux, hein, bien sûr. Voilà. Yann Wittkok qui n'en est pas à sa première. Bonjour Yann. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Toujours un plaisir de se retrouver au webinaire. Et un petit nouveau dans le webinaire Immobilier Patrimoine 4, Christophe Boutor de chez Telamon. Bonjour Christophe. Bonjour Benjamin, bonjour messieurs. Alors aujourd'hui c'est très intéressant parce qu'on va avoir justement des expertises complémentaires pour parler lors de ce webinaire immobilier. Alors on va représenter vos 3 sociétés de gestion. Je vais vous laisser finalement représenter en 2-3 minutes parce que on essaie d'avoir un timing sur une base de 1 heure. Donc l'idée c'est d'être efficace dans les questions et dans les réponses et dans les discussions que vous pouvez avoir entre vous, de représenter chacun vos sociétés de gestion. Philippe, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux présenter Altarea IM, je ne sais pas, Altarea, je ne sais pas, mais en tout cas Altarea IM, l'historique, voilà. Ta vie, ton œuvre sur ta nouvelle SCPI, sur ta société de gestion. Ma vie, mon œuvre en 2 minutes, hein, donc je fais très court. Je m'efforce de respecter le timing. Altarea IM, c'est une toute jeune maison, hein, puisque nous, on est né il y a une grosse année en termes d'agrément déjà sur les fonds d'épargne auprès du grand public. Mais tu viens de le dire, on appartient à 100% à un groupe que vous connaissez tous, qui s'appelle le groupe Altarea. Pour redonner 1 ou 2 points de repère, Altarea, c'est 2000 collaborateurs, c'est des directions de régions, des agences sur une trentaine de villes en France, et puis aussi, vous verrez, c'est pas neutre pour tout à l'heure, en Espagne et en Italie également une présence sur les commerces, avec des activités du groupe. Moi, pour mon adossement, c'est juste fondamental pour les fonds qu'on est amené à lancer et à gérer. Sur le résidentiel, vous avez des marques comme Cogedim qui sont dans le groupe évidemment, avec aussi du résidentiel géré, une partie de commerce. Le groupe gère une foncière de commerce qui pèse aujourd'hui un petit peu plus de 5 milliards et demi d'euros, donc c'est un point important. Et puis des activités plus récentes sur la logistique, sur le photovoltaïque, sur les data centers, où le groupe a fait le choix d'internaliser ses expertises à chaque fois. Et moi, c'est un point d'adossement qui est important. J'ai dit que nous, on était une toute jeune maison. Altarea IM, c'est le combo Altarea IM entre des talents qui étaient dans le groupe Altarea et qui ont été logés sous Altarea IM, et puis des gens comme nous, Marc-Olivier et moi, qui étions des acteurs du marché de l'épargne immobilière et qui sont venus de l'extérieur. Ce qu'on a visé quand on a voulu lancer cette aventure, c'est de profiter de la rampe de lancement du nouveau cycle immobilier pour installer une gamme de produits d'épargne immobilière de nos côtés. Merci beaucoup Philippe. Yann, est-ce que tu peux nous représenter, puisque tu es déjà intervenu, mais c'est toujours bien de représenter cette nouvelle société de gestion qui a quoi, 2 ans et demi à peu près, enfin sur la partie SCPI notamment, je parle. Ah, par contre, on ne t'entend plus. On ne t'entend plus. Il n'y a pas le micro. Oui, Yann. excusez-moi, j'ai lancé la structure en juin 2021 au sein du Crédit Mutuel Arkea. Donc ça fait un peu plus de 3 ans effectivement, et la SCPI a 2 ans. Donc qu'est-ce que c'est en fait Arkea? C'est la société de gestion de véhicules d'épargne immobilière du groupe Crédit Mutuel Arkea. Aujourd'hui, on gère un peu plus d'1,9 milliard sous gestion. On devrait passer le 2 milliards en novembre, avec une progression assez rapide effectivement, et plusieurs types de véhicules, DSC qui se démarquent un peu aujourd'hui sur le marché, parce que c'est DSC, Territoire Avenir et Silver Avenir qui continuent à collecter plutôt bien, puisqu'on va dépasser les 100 millions d'euros de collecte sur Territoire Avenir et environ 50 millions sur Silver Avenir. Et à côté de ça, une SCPI Transition Europe qu'on a eu la chance de lancer au bon moment, et je dis la chance, après il faut l'expertise pour bien la gérer, mais on a lancé en janvier 2023 cette SCPI qui a fait la meilleure performance l'année dernière avec 8,16 et qui est aujourd'hui la première collecte du marché.
Et au-delà de la première collecte, surtout le premier investisseur, je pense, c'est ça qui est le plus important, parce que la collecte n'est importante que si elle permet de saisir des opportunités à des taux intéressants. Et voilà, aujourd'hui, on est à environ 300 millions de collectes depuis le début de l'année et quasiment 250 millions d'acquisitions sur cette SCPI Transition Europe. C'est 30 collaborateurs Arkéarem avec une spécificité, c'est qu'on ne s'occupe que de la gestion des fonds et leur commercialisation et tout ce qui a trait vraiment à la société de gestion de fonds, et on délègue la gestion de notre immobilier à notre société sœur qui s'appelle Arkea Real Estate, dans lequel il y a environ une cinquantaine de personnes maintenant, mais qui travaille également pour d'autres sociétés de gestion ou d'autres acteurs investisseurs internationaux notamment. Et donc ça nous a permis dès le début d'avoir des équipes variées et nombreuses pour pouvoir notamment placer cette collecte aujourd'hui. Merci. Alors effectivement, c'est deux maisons récentes, en tout cas sur la partie création de SCPI. Mais j'aime ton humilité, Yann, pardon. Et je sais que Philippe est là. Donc effectivement, c'est bien de rappeler que c'est aussi des lancements dans un bon timing de marché. Après, il faut savoir gérer et c'est effectivement le cas. Christophe, un petit nouveau finalement sur le webinaire Patrimoine 24. Vous faites quoi? Vous n'avez pas de SCPI. Quelle est votre offre? Quelle est votre spécialité? Quelle est l'origine de votre maison finalement? Le groupe Telamon, c'est un groupe indépendant qui a des métiers de promotion. On est un des principaux développeurs en logistique en France. On développe 50 à 100 000 mètres carrés par an. On a un pipe d'à peu près 1 million de mètres carrés en cours de développement. On fait des parcs d'activités et on fait du résidentiel essentiellement en Île-de-France. Et à côté de ces activités de promotion, on a des activités d'investissement et d'asset management. On est société de gestion depuis 2014, mais on travaille depuis un certain nombre d'années essentiellement en mandat séparé pour le compte de grands investisseurs. Et on a choisi de s'ouvrir à l'épargne grand public il y a un peu plus d'1 an. Donc on a lancé un premier véhicule qui s'appelle qui est une SC, Nao Logistique, qui a vocation, comme son nom l'indique, à investir essentiellement en logistique et en parc d'activités, qui sont les classes d'actifs qu'on connaît le mieux, qu'on a pratiqué, qu'on pratique en développement et en asset management. Et donc ce lancement auprès du marché B2B, c'est plutôt ciblé sur les conseillers en gestion de patrimoine CIF. Quelle est la cible de clientèle que vous visez? Oui, alors on est vraiment dans la logique de l'épargne grand public. C'est pour ça qu'on est nouveau dans l'environnement Patrimoine 24. On a fait nos premiers patrimoniats. On est en train de créer tout l'écosystème, les référencements, toute l'approche commerciale. On a choisi de développer en interne, et donc on est dans cette phase-là, dans un moment de marché où il y a les difficultés qu'ont connues une partie du marché sur les 2-3 dernières années, et puis on voit bien là, on va en reparler, je pense, un point d'inflexion avec des évolutions et un retour. En tout cas, on sent qu'il y a une impétence qui revient sur les sujets immobiliers en général et sur la classe d'actifs logistiques en particulier. Tout à fait. Merci Christophe pour cette présentation. Alors, dans le déroulé, on va essayer de respecter un peu ce qu'on s'était dit en préambule, c'est essayer de voir un peu aussi, déjà commencer par votre vision du marché. Alors, on en a déjà presque un peu parlé en préambule. On est sur un point d'inflexion, comme vient de le dire Christophe. Quelle est votre vision aujourd'hui du marché? Alors que ce soit le marché résidentiel, logistique, Christophe, ça peut être le viager chez vous Yann, et puis l'immobilier principalement en Europe, basé sur votre SCPI, Altarea, un grand groupe avec du résidentiel et des nouvelles activités sur notamment le commerce et la logistique. Donc chacun un peu votre vision aujourd'hui de ce qu'est le marché immobilier. C'est très fluctuant, ça bouge vite, mais en tout cas déjà à date aujourd'hui, on est début novembre 2024. Quelle est votre vision sur ce marché? On va commencer par toi Yann, si tu peux nous en dire un petit peu quelles sont vos visions en tout cas. Oui, bien sûr. Déjà en préambule, dire qu'il faut être très humble sur les prévisions aujourd'hui. On est dans un environnement, ce qui caractérise l'environnement aujourd'hui, c'est l'incertitude au niveau économique, au niveau politique, au niveau géopolitique, et donc il faut être très humble sur les prévisions. Encore une fois, et caractériser le marché immobilier aujourd'hui, c'est très compliqué parce que je trouve qu'il est extrêmement hétérogène à l'intérieur même d'une même classe d'actifs. Si je prends un exemple simple, on va prendre le bureau
qui est fortement décrié. Je sais pas si vous avez vu, il y a une transaction qui est passée à plus de 1200 € du mètre carré dans Paris. Ça veut dire que l'année dernière, on était plutôt autour de 1050. Ça veut dire que les loyers ont augmenté de 20% dans Paris. Hein, c'est ça que ça veut dire sur le loyer prime. Et donc, on a un marché parisien qui a zéro vacance, qui est extrêmement tendu. Toutes les entreprises veulent venir à Paris. Et à côté de ça, vous prenez l'exemple de la Défense, 3 km du 8e, hein, et c'est l'extrême inverse. Et donc caractériser le marché, c'est très compliqué. Le marché du retail aujourd'hui n'a rien à voir avec le marché de la logistique. Christophe parlait du marché de la logistique. Nous, c'est un marché qu'on aime beaucoup également parce que il y a des vrais fondamentaux qui sont très intéressants, notamment à cause de la croissance de loyer, hein, une rareté du bien et une demande de plus en plus forte qui crée une augmentation des loyers. Mais après, le retail, c'est pareil. Il y a du retail qui est intéressant, il y a du retail qui est compliqué. Donc en fait, c'est un marché qui devient vraiment de spécialistes. C'est compliqué de se dire. Alors il y a une vision générale qui est de se dire, et on en parlera après sur les taux, c'est de se dire qu'on est sûrement arrivé à un point d'inflexion et que on va retourner vers un cycle de valeur de hausse de valeur. La question c'est quand. Moi, ma vision, c'est plutôt à partir de deuxième semestre 2025, fin 2025. Il y a encore un peu de temps à attendre, mais encore une fois, c'est contrasté. Si vous regardez Transition Europe, on n'a rien fait depuis quelques mois aux Pays-Bas alors qu'on en avait fait beaucoup. Parce que en fait, ça devient très concurrentiel et les taux sont moins intéressants. Par contre, il y a des pays où ça devient. Là, on fait beaucoup plus d'Allemagne, par exemple. Donc c'est. Il faut vraiment être vigilant, se dire que on est encore dans un marché qui est secoué. Il y a des pans de marché entiers qui sont encore complètement illiquides. Je pense aux immeubles de bureaux de plus de 100 millions d'euros, 80-100 millions d'euros. Là, il y a vraiment personne pour regarder ça aujourd'hui sur le marché, ou très peu de monde en tout cas, sauf dans les centres de grandes villes, encore une fois. Et puis à côté de ça, il y a des classes d'actifs qui vont plutôt bien, où on sent une reprise, on sent des valeurs. Il y a des experts qui nous disent que ils songent à réaugmenter les valeurs sur certaines classes d'actifs dans certaines localisations à partir du début 2025. Donc voilà, un marché qui est très contrasté et qui sera drivé bien évidemment par les éventuelles baisses de taux à venir. Merci Yann. Alors Christophe, du coup acteur historique, on va dire, sur le résidentiel et la logistique, votre point de vue un petit peu vous sur ce marché aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez finalement de vos investissements, de vos investisseurs, comment vous sentez le marché aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez pour les temps à venir? Pour moi, il y a deux grands drivers finalement. Il y a les taux d'intérêt, ça, on voit qu'il y a un point d'inflexion. Après, on va en parler un petit peu après, etc. Ouais. Et ça touche toutes les classes d'actifs indifféremment. Et puis après, le deuxième driver, c'est les dynamiques des utilisateurs finalement, et qui peuvent être différentes dans une même classe d'actifs en fonction des zones, etc. Et je partage tout à fait l'analyse de Yann. Ça devient moins lisible, c'est moins homogène. Et je trouve d'ailleurs que c'est un très bon marché, parce que c'est un marché dans lequel quelque part les stratégies et les politiques des asset managers vont être différenciantes, hein, quelque part. Puisqu'il va falloir choisir les bons actifs aux bons endroits avec les bons utilisateurs. Donc une fois qu'on a dit ça, nous, qu'est-ce qu'on voit sur le plan opérationnel? Sur le logement, on est présent, comme je le disais, essentiellement en Île-de-France. On a senti une reprise à partir de, on va dire, fin du premier trimestre 2024 sur les ventes aux particuliers. Il y a eu un coup d'arrêt au moment de la dissolution. Au mois de juin, ça a été très mou. Là, ça reprend avec en tout cas ce qu'on perçoit nous, une vraie différence entre le marché du primo-accédant qui refonctionne bon an mal an. Parce que c'est des acheteurs qui sont locataires, qui ont envie d'acheter et quelque part, s'ils ont une équation, même avec des conditions de financement un peu moins intéressantes qu'il y a quelques années, ils font parce que ils préfèrent faire ça que de louer. Par contre, le marché des secondo-accédants, on voit qu'il est encore compliqué. C'est souvent
des gens qui sont donc déjà propriétaires, donc qui vont avoir la problématique du crédit relais, qui sont pas certains de la valeur à laquelle ils vont pouvoir vendre leurs biens, qui ont un crédit souvent en place avec des conditions beaucoup plus attractives que le nouveau prêt qu'ils vont devoir contracter s'ils achètent. Donc on voit que et c'est des gens qui peuvent temporiser parce qu'ils sont déjà propriétaires. Donc on voit bien que c'est un peu, en tout cas de notre perception, c'est un peu un marché à deux vitesses de ce point de vue-là. Sur la logistique, on avait un marché jusqu'à récemment qui était très orienté, on va dire value add, core plus. On revoit depuis quelques semaines revenir des investisseurs core, donc qui achètent des actifs ultra prime avec des beaux longs qui sont prêts à payer relativement cher. Là, on commence à voir quelques transactions. Nous, on est même en négociation sur la partie développement et on voit qu'il y a de l'argent encore qui revient pour des actifs relativement chers, même si on n'est évidemment pas sur les taux de capitalisation qu'on a pu connaître fin 2021 jusqu'à début 2022. On était beaucoup sur la logistique du dernier kilomètre. Est-ce que ça a changé ou est-ce que c'est toujours ce qui va primer aujourd'hui dans les investissements, ou est-ce que on retourne vers plutôt des logistiques en périphérie des villes finalement? Alors nous, on a une vision pour le coup assez homogène de l'ensemble des sous-segments qui vont des parcs d'activités à la petite logistique de périphérie, à la grande logistique. Tous ces segments-là ont des dynamiques, en tout cas en termes de valorisation et de taux de cap, qui sont assez comparables. Ça peut être un peu différent sur les loyers, évidemment, parce que c'est pas les mêmes niveaux de loyer, mais on a des dynamiques qui sont assez comparables. Donc nous, on voit pas de différentiel entre les sous-segments. Il y a des vrais différentiels, par contre, sur les géographies. Il y a clairement des zones qui sont très très sous-offreuses, notamment aujourd'hui tout l'arc atlantique. Il y a un vrai gros, on est à moins de 1% de vacances en logistique sur l'arc atlantique, donc on voit bien qu'on a un vrai décalage entre la demande et l'offre. On tourne autour des 5% maintenant sur la dorsale, ce qui est, on va dire, quelque chose de sain, de relativement équilibré. On a des zones où on a un peu plus de vacances dans le nord de la France. On est plutôt vers 7-8%. Donc c'est vraiment pour moi des logiques de géographie et des déséquilibres offre-demande par rapport à des surfaces plutôt que des différentiels entre les sous-segments en logistique. Merci Christophe. Alors Philippe, du coup, grand groupe qui est Altarea Cogedim, votre vision un petit peu. Est-ce que par exemple Yann parlait de la problématique de la défense qui effectivement cristallise. Alors je suis pas sûr qu'il y ait que là qui est des problèmes, mais c'est effectivement aujourd'hui là où on parle beaucoup, on dit la défense. Est-ce que par exemple chez vous avez une idée du chiffre de vacances sur les bureaux à la défense en tant que grand groupe? Vous avez peut-être cette information-là. Et puis quelle est votre vision vous sur ce marché immobilier finalement? Comme on est un néo-acteur, Yann il l'a bien dit il y a quelques instants, on peut se payer le luxe, mais il faut pas qu'on soit trop péremptoire autour de ça, de sélectionner nos secteurs. Il y a des secteurs sur lesquels aujourd'hui tu cites par exemple défense ou péridéfense, sur lesquels tu te doutes qu'on est ni investi ni prêt à y aller dans les trimestres qui viennent. Aujourd'hui, même au-delà de la vacance, en termes de dynamique d'investissement, c'est absolument vertigineux. Et c'est ça qui est dingue, c'est c'est un marché qui vit des situations complètement différentes d'un secteur à l'autre. Mais Yann, je vais surtout pas redire ce qu'il vient de préciser, c'est d'un secteur à l'autre, d'une géographie à l'autre, tu as des situations qui sont très différentes. Il y a plein de sous-segments. Et donc, je vais pas infliger un long monologue avec ma vision sur chacun. Et puis surtout, il faut j'ai pas la science infuse sur l'évolution de chacun de ces secteurs. Ce qui est certain quand même, il y a des choses qui s'appliquent à tout l'écosystème. Le marché immobilier professionnel, il a quand même pris, je vais le dire de façon brutale, il a pris un train en pleine figure. C'est celui du changement d'époque, du changement de climat sur les taux. On y reviendra sans doute. La reconstitution des primes de rendement, ça a eu un effet mécanique plus ou moins fort de baisse des prix. Tous les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, ils ont ça en tête. Et ça, c'est absolument spectaculaire. C'est spectaculaire.
oui, pour nous, c'est une zone d'opportunité incroyable. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans la lecture de ces marchés immobiliers, c'est qu'on a changé de dimension, enfin changé d'époque, mais on n'est plus en phase de transition. Que ce soit sur l'immobilier, mais comme sur d'autres classes d'actifs, il n'y a rien de pire à lire qu'un marché qui est en train de basculer d'un univers à un autre. Là, les transitions, elles sont à peu près faites. On n'est plus dans le flou finalement et on est capable tous d'expliquer la situation. Auprès des conseillers et de leurs clients, c'est quand même pas neutre et on est en train de venir vers des stabilisations de rendement. Et puis évidemment, tout ce que je viens de dire, vous pouvez le mettre entre parenthèses quand j'évoque certaines classes d'actifs. Yann a parlé de bureau. Sur le bureau, il y a plein de situations particulières. Le bureau dit corps, enfin bref, le bureau très central. Bien sûr que il est sans doute celui qui est le plus près de sa stabilisation, sinon qu'elle soit faite, en taux de rendement à l'investissement. Là où on est plus interrogatif, c'est pour ça que pour l'instant, on n'y va pas. Et on se retient encore quelques mois ou quelques trimestres, c'est même l'immobilier le plus central. Vous avez entendu Yann tout à l'heure, il parlait d'une transaction à plus de 1 200 euros. Là où ça nous interpelle, c'est que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et que c'est des niveaux de loyer qui semblent quand même assez hauts. Et donc, quand on a le luxe dans la période actuelle de pas avoir eu de stock préexistant, t'as pas envie d'embarquer du risque qui pourrait peser ni sur tes distributions ni sur tes valeurs. Mais oui, cette lecture du marché immobilier, selon moi, ça décrit quoi? C'est le fait qu'il y a des opportunités aussi également incroyables à capter. Avec le point le plus important, c'est sans rien céder côté sélectivité des actifs. En 2 ans, 3 ans de temps, ça passe vite, hein, mais en 2 ans, 3 ans de temps, on a changé de pied complet là-dessus. Tous les trois et toute notre profession, elle voit aujourd'hui se présenter à l'investissement des opérations entre nous que certaines fois on n'aurait même pas regardé parce que insuffisamment rentable pour nos portefeuilles. Là, on peut se permettre le luxe de les regarder et avec des rendements qui, en plus, n'ont rien de dilutif par rapport à nos portefeuilles. Merci Philippe. Alors, je vais vous demander un exercice que j'ai jamais fait au préalable sur le webinaire patrimoine. Vous demandez entre 1 minute et 2 minutes de répondre à une petite question qui vient de me venir comme ça. Ça m'arrive parfois, je suis désolé. Quel peut être l'impact politique ou géopolitique? Et quand on dit ça, je rebondis, c'est parce que Yann parlait tout à l'heure ou Christophe plutôt de quand il y a eu la problématique avec les élections où on a senti qu'il y avait eu une baisse suite à la dissolution. Et finalement, sur vos secteurs, sur vos marchés, quel peut être l'impact d'une dissolution de l'Assemblée nationale avec des réélections, avec une Assemblée qui est globalement ingérable aujourd'hui et un gouvernement dont on sait pas, peu importe finalement son idée politique, mais dont on sait pas vers quoi il va se diriger, ou même depuis 3 jours d'une élection d'un Donald Trump. Finalement, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact pour vous? Et je vous demande vraiment si c'est possible d'arriver à me répondre en 1 ou 2 minutes pour qu'on tienne le timing parce qu'on a bien évidemment d'autres choses à voir et parler de vos offres et de vos véhicules d'investissement. Christophe, tu en as déjà parlé bien évidemment sur cette partie immobilière qui a fait que à côté de la dissolution, forcément ça a eu un impact pour vous sur les ventes. Mais si on doit raisonner sur cette dissolution ou même sur Trump, est-ce que ça va pas avoir peut-être plus d'impact ou finalement est-ce que c'est limité? C'est-à-dire, ça dépend. Pour moi, il y a 2 sortes de chocs. Si on reprend les 2-3 dernières années, quand il y a une info, un changement qui crée beaucoup d'incertitudes, il y a toujours déjà une réaction un peu épidermique. On voit ça sur les marchés financiers. On a vu ça avec la dissolution et on le voit souvent. Quand il y a des news qui tombent, il y a tout d'un coup beaucoup d'inquiétudes et puis, dans un certain nombre de cas, l'ensemble du marché, finalement, s'accoutume de la nouvelle et les choses reprennent un peu leur cours. Et puis, il y a des chocs plus problématiques. On a vécu vraiment très fort avec le Covid, la guerre en Ukraine, etc., où on a bien vu que ça crée des changements de comportement des utilisateurs. Nous, au moment de la guerre en Ukraine, on a eu des explosions des coûts de construction, avec des ruptures de chaînes d'approvisionnement, etc., qui sont des sujets qu'on n'a pas encore complètement digérés aujourd'hui. Et là, qui ont eu des impacts. Alors nous, sur notre industrie en promotion, parce que impact sur les coûts de construction, mais qui
qui ont eu des effets transversaux sur plein d'industries. Donc voilà, pour moi, c'est un peu ça on dépend. subit finalement. On subit, ça dépend. Et finalement, souvent, il y a un effet de peur, de choc au début. Dans un certain nombre de cas, quand même, ça revient à la normale assez vite. Et puis, il y a des cas un peu plus lourds, un peu plus structuraux, un peu plus problématiques. Alors, merci Christophe. Alors c'est vrai qu'on a pris, comme disait, j'ai repris l'expression de Philippe, on a pris quelques trains depuis 3-4 ans. On a pris quelques trains dans le museau et il faut arriver à les absorber. Mais voilà, donc mais c'est vrai que ça revient souvent à la normale. Philippe, si on doit répondre sur cette question en 1 ou 2 minutes, est-ce que pour vous ça a un impact? Alors Christophe, peut-être pas sur Donald Trump, mais j'en reviens. Est-ce que vous pensez que sur l'immobilier ça peut avoir un impact? Par rapport notamment aux taux, on va en parler juste après, des taux bien évidemment, mais est-ce que pour vous, ces décisions, ces événements politiques peuvent avoir un impact? Là, tu nous fais faire un exercice pas facile, parce qu'on vient de dire je suis désolé, pas la mais science c'est infuse l'objectif, c'est pour ça qu'on m'a choisi. Et j'ai pas envie que tu ressortes ce live dans trop longtemps s'il y avait des écarts par rapport à la réalité et le comportement du marché. Ce que je peux te dire, c'est quoi? On s'est habitués tous à une chose, c'est à une volatilité plus forte, voilà, plus grande qu'avant. Et ça, c'est valable pas seulement sur l'immobilier. Je vais te dire, tu me demandes Trump, les taux d'intérêt. Ce qui est certain, c'est que moi, je suis en Europe et en France. Quand même, notre cœur dossier, il est quand même en France. C'est de regarder l'attentisme. Christophe vient de l'aborder, des épargnants. C'est un des fondamentaux quand même, qu'on regarde en permanence. La période dans laquelle on est rentré, elle peut susciter encore un petit peu plus d'attentisme des épargnants. Ça, c'est un point de vigilance pour nous. Parce que nos produits, c'est des produits dont la liquidité, elle est autour justement de cette attractivité pour nos fonds. Pour les fonds qu'on gère, là, j'ai aucun doute que ça se passe bien, mais c'est quand même un point qu'on regarde. Et après, sur les taux, si tu te souviens, Benjamin, on disait qu'on était avec Marc-Olivier pas très enthousiaste à l'idée d'une décrue très significative sur les taux, mais on aurait très bien pu se tromper à l'époque. Dans les faits, on n'a pas été trop loin de la réalité. Je parle évidemment des taux longs. Quant aux événements politiques récents et de où tu parles de dissolution sur des pays comme la France, les mouvements ils sont déjà engagés. Si vous retournez aux États-Unis aujourd'hui et sur les bureaux sur les grandes villes, il y avait des mouvements bien plus spectaculaires qu'en Europe d'ailleurs, et ils n'ont pas attendu l'élection de Donald Trump pour se mettre en place. Non, c'est presque plus sur l'aspect attentisme des épargnants et volatilité. Si je lançais des produits fiscaux, c'est pas le cas aujourd'hui, je serais un petit peu sensible à ce qui va se dire sur le projet de loi de finances, mais là-dessus on est à peu près étanche. Merci Philippe. Yann, du coup, même question forcément. Est-ce que vous voyez, est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que ça peut avoir un impact? Ça a forcément des impacts. Christophe l'a dit. On a senti vraiment au niveau de tous les segments du marché en France que la dissolution avait mis tout le monde en pause en fait, et avait mis le pays en pause, et on pensait nous que les valeurs allaient stabiliser ou même reprendre un peu plus peut-être rapidement, et on sent que la dissolution et donc il y a toujours cette incertitude aujourd'hui il y a pas mal d'investisseurs qui hésitent parce que l'environnement législatif est incertain et que du coup ils savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés, et l'élection de Trump pour le coup, pour moi, c'est pas l'élection de Trump en tant que telle, c'est le grand écart qui devient de plus en plus dangereux pour l'Europe, entre les États-Unis et l'Europe, où on va se retrouver avec des États-Unis qui, des dernières prévisions de ce qu'on entend, vont éviter la crise, vont repartir sur une phase de croissance forte, avec des taux d'intérêt élevés, et à l'opposé, une Europe qui souffre beaucoup, avec des taux de défaillance d'entreprise très forts, et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là où le marché immobilier, mine de rien, peut en bénéficier d'un point de vue valeur. C'est des baisses de taux, du coup, parce que la BCE va pas avoir d'autre choix que d'accompagner l'économie européenne, et on voit le débat qui existe aujourd'hui en Allemagne, entre
les sociaux-démocrates et les libéraux sur est-ce qu'il faut relancer l'économie et mettre de la dette parce que l'industrie va pas bien et donc une autre façon d'aider l'économie, c'est de baisser les taux. Alors, du coup, merci Yann, tu viens d'anticiper la question suivante parce que je vous avais fait faire un exercice qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Alors effectivement, on va parler de taux aujourd'hui. Enfin maintenant, on voit que effectivement il y a Trump qui arrive, qui va favoriser l'économie américaine. Ça peut avoir des impacts sur certains secteurs d'activité. Le jour de l'élection de Trump, Rémi Cointreau, Pernod Ricard perdent 2, 3, 4, 5% en bourse parce que ils vont mettre a priori des taxes sur cette partie-là. Ça peut arriver sur le luxe. On voit par ailleurs que Michelin, Carrefour, Auchan lance des plans de licenciement, ferme des usines, ferme des magasins. Et donc, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Yann, et je vais passer du coup la parole parce que mais sauf si tu as quelque chose à rajouter, bien évidemment, potentiellement, ça peut provoquer une baisse plus rapide des taux de la part de la BCE. Et qui dit baisse des taux dit forcément, comme tu venais de l'évoquer, un regain d'intérêt un peu plus important sur la partie immobilière. Donc je vais vous redonner la parole à tous les trois. Yann, tu viens d'en parler, mais quel est votre sentiment par rapport aux taux qui ont forcément un impact très important sur les valeurs, sur vos investissements et sur le business à créer dans le futur. Christophe. Il y a les taux et puis il y a les loyers. Donc oui, si ça se dégrade sur le plan macro, on aura probablement des baisses de taux importantes, donc des primes de risque qui vont s'aligner, donc des taux de capitalisation qui vont baisser. Donc ça ça pousse les valeurs à la hausse, donc c'est plutôt favorable. Par contre, on va probablement exacerber la problématique utilisateur parce qu'il y a des acteurs qui vont rendre des surfaces, qui vont pas payer les loyers. Nous, on a une demande placée sur la logistique cette année qui est déjà plus faible que l'année dernière. On a 20% en dessous. Moi, je suis pas très inquiet parce qu'il y a un vrai déséquilibre offre-demande et puis on voit que le e-commerce continue à pousser très fort avec Amazon qui va encore prendre des surfaces dans des quantités très importante cette année, mais on va avoir un sujet côté. Si la macro va mal, c'est nos utilisateurs qui vont mal. Donc c'est tout ce jeu-là qui va être intéressant d'ailleurs. C'est là que les asset managers vont devoir faire les bons choix sur les bonnes géographies, les bons actifs, les bons utilisateurs, sachant que, comme le disaient Philippe et Yann, il faut être très humble dans le contexte parce que la vérité d'aujourd'hui, elle peut bouger assez vite. Moi, je me rappelle en 2020-2021, tout le monde beaucoup disaient que les taux allaient jamais remonter. Bon, ils ont remonté à un rythme que personne n'avait envisagé. Donc voilà, il faut savoir naviguer, prendre des décisions et être sur des stratégies où j'essaye en tout cas de ne pas se mettre dans des difficultés et pas être trop agressif. En tout cas, pour moi, la vision que j'ai de ces sujets-là, c'est qu'il faut pas être trop agressif parce que généralement, quand ça se retourne, c'est les stratégies les plus agressives qui payent le prix fort. Mais finalement, je vais faire un petit parallèle, j'adore faire ça, mais vous êtes un peu comme des disjockeys devant la table de mixage. Il faut savoir bien doser finalement les aigus, les graves, le son pour que ça soit harmonieux finalement. Excusez-moi de ce parallèle, mais ça me fait penser à ça. Donc voilà. Mais par rapport à ce que tu venais de dire, Christophe, Philippe, du coup, sur cette partie taux, la vision peut-être du groupe, de ce qui vient de se passer, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent changer par rapport, justement à l'élection de Trump ou pas, pour y revenir. J'ai pas une marotte sur l'élection de Trump, mais est-ce que ça peut avoir des impacts plus rapides sur la baisse des taux, parce que ça pourrait avoir des impacts sur l'économie française, etc. Oui, avec Marc-Olivier, nous on est et puis au-dessus avec le groupe, on est assez mesuré sur ces perspectives, sur les taux courts. On a tous compris. Regarde encore les annonces aux US que ça a baissé et que ça va baisser, d'accord. Sur les taux longs, tu vois bien que aujourd'hui du 2 ans, regarde le 2 ans France des obligations françaises jusqu'aux 10 ans, c'est pas très pontifié tout ça. Je me demande si on va pas assister à un bout de repentification de la courbe. C'est déjà arrivé plein de fois. Sur les taux longs, la décrue des taux sur les taux longs, ça me semble
moins évident, voilà, que ça baisse de façon très significative. Ça baisse un peu, mais très significatif. On est assez interrogatif. Le 10 ans français ce matin, il est à 3,15. Et ça fait 1 an qu'on se dit tous et qu'on lit souvent, vous allez voir, ça va baisser. Dans les faits, vous voyez bien que pour l'instant, il s'est pas passé grand-chose. Nous, on va donc rester très prudent sur la décrue des taux. Et puis, tu nous sens, je crois, tous les trois assez tranquilles par rapport à cette histoire des taux. Vu la positionnement qu'on a, c'est-à-dire d'être des acteurs à investir récemment sur le marché, on est très 4-4. Hein. On est quelle que soit l'évolution sur les taux, on est capable de gagner. Et c'est pas parce qu'on est des génies, c'est parce que on est investi récemment, que ça baisse ou que ça monte, on est capable d'en tirer profit sur nos fonds. Donc plutôt celui d'un scénario de baisse mesurée et nous spécialement les néo-acteurs d'en tirer bénéfice. Merci Philippe. Alors Yann, t'en avais déjà un peu parlé. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou tu as déjà tout dit? Non, ce que disait Philippe était très important, l'écart entre taux court et taux long, avec un phénomène, si on prend les États-Unis encore une fois, qui est même inversé, avec une courbe des taux inversée aux États-Unis. Il faut savoir que les particuliers empruntent chaque mois un peu plus cher alors que les taux courts baissent aux États-Unis, mais parce que les taux longs, eux, augmentent en fait, parce qu'il y a une quasi-certitude de l'environnement économique qu'on va vers un cycle de croissance fort, et donc les taux vont remonter, et donc c'est des comportements. Je pense qu'en Europe, on est à l'abri, enfin malheureusement à l'abri de ça. Effectivement, moi je suis entièrement d'accord avec Christophe, il faut être très vigilant. Aujourd'hui, on a une vigilance extrême sur les due deal locataires quand on achète en fait, parce qu'on sait qu'on va vers des moments difficiles et que en SCPI, ce qui compte c'est le rendement, ce qui compte c'est qu'on est capable de générer comme loyer, et donc ça c'est donc la baisse de taux, elle est intéressante pour les valeurs, mais comme le disait Christophe, le vrai sujet, ça va être vraiment la capacité des utilisateurs à payer leur loyer, et ça, il faut qu'on soit très vigilant sur le sujet. Merci beaucoup Yann. Alors vous savez, j'essaie vraiment de tenir le timing qu'on m'impose. Alors c'est parfois pas toujours évident. On est bien. Donc voilà. Je vais vous faire 3 questions en une. Cette partie sera peut-être un peu plus pour Philippe et Yann, sachant que j'ai une question un peu plus dédiée à Christophe par la suite. Alors mes 3 questions en une, c'est comment se passe la collecte aujourd'hui dans vos maisons. Premièrement, à quel taux aujourd'hui vous pouvez investir, et quel secteur finalement, on en a déjà parlé, donc ça peut aller vite, quel secteur vous privilégiez aujourd'hui? Christophe, tu as bien évidemment la parole, mais j'ai une question en plus un petit peu plus particulière pour toi après sur le résidentiel. Philippe, on va commencer par toi, puis on enchaînera avec Yann. Très rapide, évidemment, on est dans des moments qui nous sont favorables, donc si on est que sur les faits concrets. Moi, j'ai 1 an dans les jambes sur le premier fonds qu'on a lancé, la première SCPI, et j'ai expliqué aux conseillers que on avait constitué 6 mois de réserve au-delà de ce qu'on distribue tous les trimestres, et que nos expertises, c'est celle de BNP Evaluation, c'est pas les miennes internes, avaient grimpé de 7%. Moi qui suis un vieux schnock de cette industrie, c'est des conditions que j'avais. Non. J'avais jamais vu jusqu'à présent. Voilà, c'est des conditions. Quand je dis que c'est spectaculaire aujourd'hui, voilà, c'en est une traduction. Ce que je veux te dire, c'est que le conjoncturel, c'est une chose. On en profite et c'est très bien. Et en cédant rien sur la sélectivité des actifs qu'on est en train de prendre, c'est, à mon avis, absolument déterminant. Tu as entendu Yann à l'instant sur les craintes sur la partie locative. La sélectivité, je crois que ça va être une des façons de justement de s'écarter de ce risque-là. Et après, il va falloir structurer les choses. C'est-à-dire que le conjoncturel, un jour, il va passer un petit peu. Les taux qu'on a, ils ne resteront peut-être pas aussi élevés à l'invest de ce que l'on a aujourd'hui. Et pour le structurer, pérenniser dans les performances de nos fonds, au-delà de l'aspect strictement conjoncturel, ça me semble, c'est pas compliqué en tout cas sur ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est de l'expertise. Mes confrères ils viennent de le redire à plusieurs reprises. Il va falloir de l'expertise immobilière plus que jamais, de la solidité, des moyens, et puis des nouveaux flux de capitaux à envoyer. Et comme on fait 3 questions en une, tu me demandais
comment on flèche nos investissements aujourd'hui en matière de secteur, en matière de conditions. Si je veux payer significativement tous les trimestres au-dessus de entre 6 et 7, auprès du client, tu vois, ça te donne un ordre d'idée de ce que je dois aller capter en matière de rendement, mais surtout ce qui est intéressant, c'est ce que je vais mettre dans la besace des investissements pour arriver à livrer cette distribution et puis aussi cette création de valeur. Pour l'instant, j'ai dit que je voulais pas aller à court terme encore sur les bureaux. Pour nous, ça nous semble trop tôt. Et donc, pour l'instant, je fais sur des fonds pourtant qui sont très diversifiés dans leur potentiel. Je peux travailler à peu près tout. Mais pour l'instant, je vais être très dirigé vers l'e-commerce et vers la partie des logistiques et des entrepôts. Et on va attendre encore un petit peu sur la partie des bureaux. On a nos fondamentaux. Là, maintenant, on rentre dans la phase où on va pouvoir accélérer. Merci Philippe. Alors Christophe, brièvement parce que j'ai une autre question plus spécifiquement pour toi sur le résidentiel. Mais si je te repose ces trois mêmes questions, le secteur, alors forcément vous c'est plus spécifique sur la logistique et le résidentiel, mais est-ce que vous imaginez investir potentiellement dans d'autres secteurs et quels sont les taux auxquels vous investissez aujourd'hui? Alors nous aujourd'hui on est effectivement que en avec la SC Nao Logistique, que en logistique et parc d'activité. On trouve des actifs de qualité avec des rendements qui sont supérieurs à 7 aujourd'hui. Et donc pour l'instant nous on travaille ce créneau-là, rien que ce créneau-là, et on n'est pas sûr qu'il dure longtemps. Je pense que les investisseurs on voit bien qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent venir sur le segment, sachant qu'on a des problématiques de taille relative de segment. C'est-à-dire qu'il y avait, il y a encore d'ailleurs, un argent, des masses déployées sur le bureau qui sont énormes. Si ces masses commencent à vouloir se redéployer sur d'autres segments qui sont beaucoup plus petits, on va, au-delà des valeurs intrinsèques de marché, on va avoir des effets offre-demande qui vont pas être très favorables en termes d'évolution des prix pour les acheteurs, j'entends. Donc voilà, nous pour l'instant on se concentre là-dessus et on profite de la fenêtre en étant encore une fois discipliné sur pour autant les emplacements, les utilisateurs, parce qu'on est sur des véhicules de long terme. Si je dis pas de bêtises, c'est un peu ce qui s'est passé déjà sur la logistique entre 2020, fin de Covid, où on se dit il faut vraiment aller sur la logistique, et le début de la crise, la remontée des taux violentes, où les gens ont commencé tous à venir, enfin les gros institutionnels, notamment les gros investisseurs, ont commencé à venir sur la thématique logistique, et puis finalement sont repartis assez vite quand les taux sont remontés très fortement. Ouais, si ce n'est que sur cette partie-là, on était déjà en deuxième partie de cycle sur les taux. On était déjà, moi j'ai vu. Moi-même, en étant promoteur, j'ai vu des transactions sur les taux de cap à 3 en logistique. J'étais là, bon, c'est bien, quand on est vendeur, c'est bien, mais sentez bien que, bon voilà, donc là, on revient dans des horizons, je pense, quand même beaucoup plus favorables. C'est d'ailleurs ce qu'on essaye de faire passer comme message au marché, parce qu'on voit bien que les gens sont très... même s'il y a un intérêt, on sent qu'il y a des questions, on voit bien que, parce que nous, finalement, nos investissements n'ont d'intérêt qu'en relatif aux autres catégories d'investissement, donc on voit bien qu'avec la baisse des rendements attendus sur le livret A, etc., les gens se reposent des questions sur l'immobilier. Donc quand même, il y a un exercice d'explication à faire, parce qu'il y a quand même quelques sujets sur les dernières années, mais on pense vraiment que aujourd'hui, c'est, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est un bon point d'entrée. Merci Christophe. Alors Yann, c'est trois mêmes questions, les secteurs. Vous êtes très sur la SCPI, notamment sur l'Europe, donc il va falloir nous dire maintenant quel pays vous privilégiez plus. J'ai cru comprendre que c'était l'Allemagne, un peu moins que les Pays-Bas maintenant. Je vois beaucoup de sociétés de gestion, parce que c'est vrai que chez Wanimo on a le panel marché global, donc on voit beaucoup de sociétés de gestion qui investissent aujourd'hui au Portugal, en Allemagne, un peu en Italie, Portugal, Espagne, un peu en Italie, moins sur les pays du Nord aujourd'hui. Donc toi qui gères aujourd'hui une SCPI pan-européenne, finalement sur quel secteur, sur quel pays, puis à quel taux aujourd'hui un petit peu vous orientez, puisque tu nous as déjà un peu évoqué la collecte, donc c'est plutôt sur les secteurs et les taux de rendement auxquels vous pouvez investir. Exactement, la collecte se passe très bien et donc du coup ça nous permet d'investir. Aujourd'hui, la dernière transaction qu'on a fait lundi, c'est la logistique du dernier kilomètre, un portefeuille en Allemagne, sur des taux qui sont aux alentours des 6,5%. Depuis le début de l'année, on achète à 7,70 moyen.
ce qu'on a mis dans notre dernier reporting au 30 septembre, vous le pourrez trouver en ligne. Et mais 7,70 moyen, ça veut pas dire qu'on achète tout à 7,70 en fait. On essaye justement, on est capable de se faire un peu plus mal et d'aller chercher de la logistique de dernier kilomètre en Allemagne à 6,5 avec un bon locataire et une durée ferme très intéressante. Et à côté de ça, acheter un immeuble de bureau parce que nous, on continue à faire du bureau. À fin octobre, on est à un peu plus de 30% de bureau. On a un peu rééquilibré justement avec l'achat du portefeuille de logistique. L'idée, c'est ça, c'est de rester autour des 30%. Et l'actif de bureau à Barcelone, on l'a acheté à plus de 10%, clairement. Et là, c'était du multiloc sur des durées, sur une durée ferme moyenne assez longue. Et donc, voilà, on essaye de panacher. On achète de la clinique. On a fait beaucoup de life science, donc tout ce qui est autour des laboratoires, parce que avec le post-Covid, on a vu que c'était vraiment, il y avait un vrai besoin d'infrastructure en Europe autour de ça. On a acheté à Assen aux Pays-Bas un actif sur lequel on fait le leader mondial, également le leader mondial du test de médicaments, et dans lequel ils testent, en fait, tous les gros labos externalisent leurs tests de médicaments à des acteurs, dont ce locataire, ou des labos Bureau Veritas à Rotterdam, à Amsterdam, qui sont sur le port et qui servent à tester les marchandises qui débarquent des bateaux. Voilà, on aime bien ça. Si on regarde comment évolue, on a été surpondéré aux Pays-Bas. Après, quand on est une petite SCPI, même si maintenant ça devient moins le cas, puisque à fin octobre, on est à 450 millions d'euros de capitalisation. Mais il suffit d'acheter un actif de 30 millions pour que ça change de 8% la location. Donc ça va encore assez vite, le changement de location. Donc on était surpondéré aux Pays-Bas. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait des opportunités aux Pays-Bas avec des taux très intéressants, des locataires intéressants sur des typologies d'actifs. On a fait de la logistique, on a fait du bureau, on a fait du life science. Donc voilà. Honnêtement, depuis 4-5 mois, on voit plus grand-chose aux Pays-Bas parce que le marché... c'est un marché de nature anglo-saxonne, le Pays-Bas, et donc ça repart plus vite et on sent que c'est en train de repartir sur, voilà, on perd plus d'appels d'offres, il faut être honnête. Irlande, pareil, on a fait un petit peu d'Irlande, ça doit être 8 ou 9% d'exposition. On en fait quasiment plus parce que les taux ont commencé à baisser là-bas et que on trouve que c'est moins intéressant. Et heureusement, comme on disait, l'Allemagne est devenue, on réussit à faire quelques transactions en Allemagne. Ça a été très difficile pendant 2 ans, le marché a été complètement bloqué, les investisseurs, les vendeurs étaient pas prêts à acter la baisse de taux. Je pense que c'est enfin fait. Puis on aime bien l'Espagne aussi. L'Espagne, parce que c'est un marché immobilier qui, au niveau immobilier professionnel, est resté plutôt résilient comparé aux autres pays. Il y a eu des augmentations de taux, bien évidemment, hein, mais on aime bien, et on commence à regarder du retail, ce qu'on a toujours pas fait, on n'en a toujours pas en portefeuille, mais on commence à en regarder parce qu'on pense qu'il y a eu un repricing intéressant et qu'on peut trouver des taux très intéressant. On peut trouver des très beaux actifs retail à 8+. Et donc, il faut être vigilant encore une fois sur les locataires, hein, mais ça peut être intéressant. Donc, on n'exclut pas d'en faire l'année prochaine. Donc, très varié parce que c'est la conclusion de ce qu'on se disait sur la première question. C'est un marché d'asset manager et d'opportunités. Le but, c'est vraiment d'aller saisir les opportunités où qu'elles soient. Mais les taux, voilà, 7,70 de taux moyen d'acquisition, il faut en profiter. C'est pour ça, plus on peut collecter, ça peut inquiéter de voir des gens qui collectent beaucoup, même si on n'est pas du tout sur les mêmes collectes qu'on a pu connaître il y a 4-5 ans. Hein. Effectivement, on va peut-être faire 400 millions de collectes sur Transition Europe cette année, mais ça permet. Il y en a beaucoup qui aimeraient faire ça, Yann. Je sais très bien. Et bien évidemment, l'essentiel, 95% fait avec des CGP, hein, parce que on pense souvent que c'est notre réseau de distribution qui fait ça, mais non, c'est une SCP qui est essentiellement distribuée par des CGP, mais c'est pas la collecte pour la collecte qui est intéressante. C'est la collecte parce que, comme on le disait, on est dans un moment intéressant qui nous permet d'acheter à ces taux-là qu'on ne reverra pas de sitôt. Alors, ça va peut-être durer encore 1 an et demi, on espère, pour pouvoir en profiter. Mais plus on aura acheté à ces taux-là, plus on assoira la performance à moyen terme de la SCPI. Et donc, et plus on sera capable d'aller limiter la collecte plus tard dans des périodes de taux bas, parce qu'on aura une SCPI qui sera déjà solide, je dirais.
Merci Yann. Alors, ça me fait juste rebondir à un point et après je poserai ma question sur le résidentiel. Moi, sur Wenimo, on a globalement toute l'offre du marché et aujourd'hui j'ai des partenaires CGP qui m'appellent, qui me disent est-ce que je peux faire une allocation pan-européenne? Je veux pas de français parce que la fiscalité notamment. Et quand on fait une allocation aujourd'hui pan-européenne, si on prend pas une SCPI qui est sur un seul pays, comme ça peut arriver pour certains de vos confrères, on se retrouve aujourd'hui à avoir entre 30 et 50% d'Espagne. Donc je rebondissais sur ce que tu disais et en fait c'est terrible parce que j'en ai un qui me dit je veux pas d'Européen mais je veux pas d'Espagne et en fait c'est quasi impossible aujourd'hui d'avoir, sauf à être 100% Allemagne par exemple sur certains produits, c'est quasi impossible d'avoir une SCPI qui ne soit pas investie en Espagne parce qu'il y a une surpondération, mais par rapport à ce que tu expliquais Yann. Ouais, voilà. Ça dépend des asset managers. Nous on est à, je sais plus les chiffres exacts, mais on est à 20%, voire un peu moins de 20% d'Espagne. Donc on n'est pas tant que ça. Oui, mais en même temps, c'est peut-être parce qu'il y a les opportunités aussi. C'est la troisième économie européenne après la France et l'Allemagne, hein, donc il faut pas non plus négliger l'Espagne, quoi. Si ça sert à ça d'aller en Europe, de voir. Mais il faut pas négliger la France non plus. Alors nous on fera pas de France sur Transition Europe, mais on va lancer une nouvelle SCPI en janvier, une de plus dans le marché, hein, et qui fera de la France parce qu'on pense que le marché a mis plus de temps à shifter, mais que il y a des choses intéressantes à faire en France. Merci, et que tous les épargnants ont pas un TMI à 31 ou à 41%, qui fait que l'avantage en dessous du TMI de 31%, l'avantage il est plus aussi important pour la fiscalité européenne. En tout 41 effectivement. Alors on doit tenir le timing. Donc ma question suivante et après on viendra sur la question finale très brièvement, un peu plus pour toi Christophe forcément sur la partie résidentielle. Est-ce qu'on peut revenir sur le résidentiel, donc toi en tant qu'acteur majeur sur cette partie-là, et je peux vous poser après brièvement à toi Philippe et Yann cette question-là, mais il faut vraiment qu'on tienne le timing, donc je vous demande d'être concis vous deux, un peu plus toi Christophe, toi Philippe parce que Altarea que je dis malgré tout grand groupe aussi là-dessus, Yann sur cette partie viager. Christophe, est-ce qu'il faut revenir sur l'immobilier résidentiel? Quel est votre sentiment par rapport à ça finalement? Moi, je reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Il y a vrai, ça dépend de quel marché on parle. Sur le neuf, on voit bien qu'il y a une baisse de la production quand même qui est massive. Je pense que c'est pas conjoncturel. Il y a tout un tas de facteurs qui font que ça va s'installer dans la durée. Avec la baisse des taux, les clients commencent à se refinancer, notamment les clients primo-accédants. Il y a une vraie demande sur le marché. Le sujet, c'est de trouver les produits et le coût de revient des produits financement inclus qui rentrent dans les budgets des ménages, hein, c'est plus ça la question. Les prix ont un peu baissé, alors je vais au résidentiel en général, mais ils ont beaucoup moins baissé qu'en immobilier d'entreprise. Hein. On voit bien que même s'il y a eu une hausse des taux forte, les prix n'ont pas baissé tant que ça. Donc si les taux rebaissent, je pense que le marché va gentiment se stabiliser. Voilà, après, je pense que c'est un marché où les gens commencent à se reconstruire des convictions. Il faut quelques trimestres pour qu'il y ait des volumes de transactions qui s'installent un peu dans la durée, que les gens soient rassurés, que le sujet des crédits relais, qui est quand même un sujet important dans le marché, bien sûr, les acheteurs potentiels soient confortables avec l'idée de partir en crédit relais. Ça veut dire confortables avec la valeur de vente de leurs actifs. Et ça va prendre un peu de temps. Hein. Il faut que ça va pas se faire en un claquement de doigts. Mais moi, je pense que le marché résidentiel aujourd'hui, l'essentiel de la baisse, c'est derrière. Pas que ça va pas encore baisser un peu, mais je pense que l'essentiel de la baisse, c'est derrière. Donc plutôt ciblé sur les primo-accédants pour l'instant, et si stabilisation, repartir un peu plus généralement sur le marché. Et puis après, il y a des gens qui attendent depuis 2-3 ans pour vendre. Il y a tous les fameuses règles. Bien sûr. De base des 3D, décès, divorce, déménagement. Donc, il y a des gens qui ont besoin de vendre depuis un moment qui attendent. Donc, il y a des choses qui vont petit à petit se déboucler, je pense. Mais c'est un marché qui est quand même, qui a été pas mal secoué comme le reste et ça va prendre le temps pour se refluidifier, hein. On le voit un peu sur le crowdfunding immobilier, notamment, hein, sur quelques promoteurs
qui ont utilisé le crowdfunding immobilier, où là il y a encore eu des articles il n'y a pas si longtemps que ça finalement, où bon nombre de clients qui avaient investi en crowdfunding en croyant avoir trouvé la marotte et la martingale se sont retrouvés finalement aujourd'hui à être en difficulté sur leurs investissements. Ouais, mais là, alors ça c'est un sujet un peu spécifique parce que là on parle vraiment du neuf, de la promotion. Et on parle d'opérations qui ont été lancées il y a 2-3 ans avec des grilles de prix d'il y a 2-3 ans. Et là, les grilles de prix d'il y a 2-3 ans, s'il faut absorber 15% de baisse quand la marge de la promotion est de 8%, c'est très compliqué. Donc oui, ça, c'est des sujets qui vont rester compliqués, je pense. On est bien d'accord. Yann, sur le viager, très rapidement, parce qu'après il y a la conclusion et je sais qu'on doit tenir ce timing. Donc votre vision, vous, sur le viager, puisque c'est vraiment votre spécificité chez Arc RM dans le véhicule que vous gérez. Oui, c'est même pas sur le viager, c'est sur la catégorie résidentielle en tant catégorie d'investissement pour l'épargnant. En fait, l'avantage de Silver Avenir et d'autres fonds du même ordre, c'est que ça permet de se positionner sur des résidentiels pour l'épargnant et donc de diversifier. Moi, je dirais juste ça, effectivement. Et on a vu que Silver Avenir a beaucoup mieux résisté que la plupart des SC du marché. C'est pas parce qu'on truque nos valorisations, hein, c'est que, comme le disait Christophe, les valos du résidentiel ont beaucoup moins baissé que les valos de l'immobilier professionnel. Et en plus, l'avantage, c'est qu'effectivement, nous, on fait du viager bouquet, donc sur des biens haut de gamme, hein, le bien moyen, la valeur du bien moyen de Silver Avenir. Je vous rappelle que c'est du diffus, Silver Avenir, hein, c'est 1,8 million. On a des grosses villas en PACA qui ont continué à progresser parce que on parlait d'hétérogénéité du marché. En PACA, l'immobilier de luxe a continué à augmenter. Et à côté de ça, notre portefeuille parisien a un peu baissé, comme à Paris. Mais quand on parle de un peu baissé, c'est 3, 4, 5%. C'est pas 15, 20, 30% comme on a pu. Et donc, pour ça, on va finir l'année entre 4 et 5 de pertes sur Silver Avenir, ce qui est, somme toute, extrêmement satisfaisant pour un véhicule d'épargne. Et donc, l'avantage du Résiste, c'est que la perf est sûrement un peu moins forte que sur l'immobilier professionnel, mais qui a quand même une volatilité qui est moins forte que sur l'immobilier professionnel. Et une capacité de résilience. Philippe, Altarea Cogedim, c'est aussi quand même à la base, hein, avant de lancer Altarea IM sur l'immobilier professionnel, c'est un acteur du résidentiel. Votre point de vue, jusqu'à présent, avec le commerce, c'était l'activité maîtresse du groupe, hein, ça le reste aujourd'hui. Hein. Alors, ce que je peux te dire là-dessus, Benjamin, c'est que le président d'Altarea, à plusieurs reprises dans la presse, hein, il disait récemment aide-toi et le ciel t'aidera, en parlant des activités résidentielles, entre autres, c'est de pas attendre du législateur des mouvements et des grandes aides à court terme. Donc on est un groupe qui prend beaucoup d'initiatives pour stimuler, relancer ses commercialisations sans attendre rien des législateurs et ou des mesures fiscales. Et on est en plein là-dedans, notamment sur la reconquête de parts de marché, sur ces commercialisations, le fait de restimuler ces parties-là. Vous le voyez dans toutes les grandes villes de France, dans toute une série de communications qu'on peut faire. Merci beaucoup. Alors, pour conclure, parce qu'on a évoqué et on a réussi presque à tenir le timing, donc je vous remercie déjà. Pour conclure, est-ce que vous avez finalement une actualité, une conclusion que vous voulez évoquer, et quel est finalement votre sentiment? Alors, c'est peut-être plus pour Philippe et Yann, parce que Christophe, vous êtes un peu nouveau venu finalement sur cette commercialisation auprès du marché B2B des CGP-SIF, hein, qui est notre secteur qu'on connaît depuis de nombreuses années. Finalement, quel est votre sentiment sur ce marché-là? Qu'est-ce que vous sentez? Et puis, quelle est votre conclusion? Est-ce que vous souhaitez mettre quelque chose en avant? Christophe, on va commencer par toi pour cette conclusion. Effectivement, nous on est petits nouveaux, donc on n'a pas ni l'expérience et le recul de Yann et de Philippe, mais notre troisième patrimonia. Moi, si j'ai qu'une sensation, c'est j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'intérêt et de questionnement. On voit bien que les conseillers en gestion de patrimoine, ils se posent la question de comment, quand, sur quoi revenir sur l'immobilier. Enfin, ça redevient par rapport à il y a un an. Une classe d'actifs qui les intéresse, sur lesquels ils sentent qu'il faut bouger avec leurs clients. Et donc, voilà, c'est en ça que je pense qu'il y a un moment de bascule avec tout ce qu'on a évoqué précédemment. Choisir les bonnes stratégies, les bons produits, les bons rendements.
et d'être discipliné, mais et nous on le voit bien en tant que professionnels, hein, je pense qu'on le partage tous les trois, c'est globalement un bon moment pour acheter. Merci beaucoup Christophe. Yann, si votre sentiment. Pareil que Christophe, j'ai vraiment cette sensation que les CGP s'interrogent et se disent que c'est le bon moment, et qu'on a tous une obligation en tant que société de gestion dans l'industrie d'être le plus transparent possible sur ce qu'on fait, sur les performances qu'on délivre, comment on les délivre, quel est le moyen terme. Être transparent, voilà ce qu'on essaye de faire au maximum quand on dit voilà on fait 8 de perf, mais c'est pas notre objectif à moyen terme, on le fait tant qu'on peut le faire, et puis quand on prend voilà, mais l'objectif il est plutôt entre 6 et 7% à moyen terme, ce genre de choses, ça participe, je trouve. Il faut qu'on soit vraiment exigeants tous envers nous-mêmes sur ce qu'on doit aux épargnants pour que les épargnants reprennent confiance dans ces produits immobiliers. La collecte a fortement baissé au global, et se dire que nos concurrents aujourd'hui, c'est pas Philippe, c'est pas Christophe, c'est pas les autres sociétés de gestion, c'est les produits structurés, c'est les produits actions, c'est voilà tous les produits d'épargne, et qu'en tant qu'industrie, on doit vraiment tous aller dans ce sens de plus de transparence, plus vraiment d'accompagnement de l'épargnant dans son choix puisque l'immobilier reste à mon avis un très bon support d'épargne, surtout dans l'idée de préparer sa retraite. C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, je pense. Je suis d'accord avec toi et je te rejoins, et je pense qu'effectivement les SCPI et ce marché des FIA finalement véhicules collectifs ne peut plus être ces boîtes noires dans lesquelles on n'avait plus connaissance de dans quoi c'était investi, comment c'était fait, comment était faite la performance ou les valorisations. Et d'ailleurs les valorisations qui sont demandées en tout cas aujourd'hui sur les SCPI de façon maintenant biannuelle, je trouve que ça va dans ce sens de la transparence que tu évoquais, Yann. Philippe, pour conclure. C'est un marché qui est secoué, qui est stressé, à l'évidence, et ça dure maintenant depuis plusieurs semestres. Maintenant, il y a un point qui est quand même très positif, c'est que on est tous avec les équipes beaucoup sur le terrain auprès des conseillers. Ils ont jamais été aussi affûtés dans leur regard sur l'immobilier, sur les CPI qu'aujourd'hui. C'est vrai. Et en termes d'explications qu'ils livrent à leurs clients, et quand on les écoute sur les réserves, la sélectivité, sur les investissements, c'est pas pour être éternellement optimiste, hein. Moi, je suis persuadé que c'est un marché qui est déjà en train de commencer de retrouver un équilibre. C'est ça qu'on est en train de vivre. Et nous, on va jouer ça autour de la sélectivité sur les actifs, le fait de distinguer les collègues grand public, les collègues d'instit, mais à l'instar de mes confrères, en déployant des expertises techniques immobilières. Vous avez dès le début, ils t'ont dit sur le rôle de l'asset management. On a quitté une période où tous les arbres montaient un petit peu au ciel. Là maintenant, c'est un moment plus différencié d'une gestion à une autre. On va attendre de nous des perfs attractifs, bien sûr, mais aussi les plus régulières possibles. Et ça se fera, tu as entendu Yann, notamment et principalement au prix d'un gros effort de transparence et aussi de pédagogie sur ce qu'on est en train de faire. Merci beaucoup Philippe, et je vais conclure en tout cas pour ma partie chez Wenimo. Alors j'ai Christophe, pas encore de véhicule collectif, mais on sera avec grand plaisir si vous en lancez un pour vous référencer. Mais on travaille bien évidemment avec Philippe, avec Altar et IM et avec Arkea RM. Et nous, notre credo en tout cas, c'est vraiment la diversification aujourd'hui sur les secteurs d'activité, sur les répartitions géographiques et sur les sociétés de gestion. Je pense qu'avec ce qu'on vient de vivre, c'est vraiment ce credo-là qu'il faut avoir et qui rassurera en tout cas les conseillers et les clients finaux. Messieurs, un très grand merci pour ce webinaire passionnant. Je pense qu'il va beaucoup plaire pour votre transparence, pour vos explications. Donc merci à vous. Bien évidemment, à très bientôt sur un prochain webinaire immobilier Patrimoine 24. Et puis on vous souhaite bien évidemment plein de bonnes choses dans vos investissements. Et surtout dans la collecte, mais en général c'est lié, donc voilà, on est en tout cas voilà, on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci à tous et à très bientôt sur Patrimoine 24.